le soleil se lève sur le Japon. C'est parti pour une nouvelle journée de voyage. On visite de nouveau le quartier d'hier soir, mais on nous donne plus d'informations sur la culture japonaise. Notamment l'histoire d'un petit garçon qui serait né dans une pêche, oui, le fruit, et qu'on appelle Momotaro, qui vient de Momo, qui veut dire pêche en japonais. Il y a toute une légende autour, mais ça serait beaucoup trop long si je vous expliquais toute l'histoire. On voit que sur les canaux, il y a quelques visites en bateau. On voit aussi la diversité de la faune, même en ville, avec des cygnes et des carpes. On croise aussi beaucoup de classes en sortie scolaire. Ensuite, on visite une maison traditionnelle. Il y a une salle avec tous les objets d'art de la maison. On visite ensuite la salle de stockage du riz et juste en face, il y a la pièce principale avec les fameux tatamis au sol. Plus on s'enfonce dans la maison, plus on découvre les différents aspects d'une maison traditionnelle japonaise. On va à l'extérieur et on découvre un torii, ces fameuses portes rouges qui symbolisent le Japon, et juste à côté on y trouve un petit lieu de culte. Après cette visite plus poussée de Kurashiki, on va dans le bus pour aller manger dans un nouveau restaurant. Après avoir bien mangé, on se dirige vers une fabrique de saké qui se trouve à 2 pas d'ici. On nous explique comment est fait le saké, puis on fait une dégustation. Alors non, je n'ai pas bu de saké, mais moi j'ai bu de l'eau pure de la source. Ça avait vraiment le même goût que l'eau du robinet, mais bon. Après avoir goûté cette délicieuse eau du coup, on reprend le bus jusqu'au prochain port. Là-bas, on réserve nos tickets de ferry, comme dans l'épisode 2 du Japon que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu, et l'épisode 1 aussi. Même si cette fois, on n'embarque pas le bus, on y va directement. On parcourt quelques kilomètres sur l'eau pour débarquer sur l'île sacrée de Miyajima. C'est une île sacrée car elle abrite de nombreux temples et sanctuaires, mais aussi car elle abrite des choses encore plus spéciales, des animaux que l'on va retrouver même plus tard dans le voyage. Je parle bien sûr des daims. Sur l'île, on va visiter le sanctuaire très particulier Itsukishima qui nous donne une magnifique vue sur le torii, la porte sacrée. Ici, on peut voir des gens passer dessous et prendre des photos, mais il faut savoir que certaines saisons, avec la marée haute, ça donne un tout autre paysage. Juste après, on nous laisse 1 heure de visite libre, alors on visite les différents horizons de l'île. On en profite aussi pour acheter la spécialité de l'île, les momiji manju, des feuilles d'érable fourrées à différents parfums. Mais on les goûtera plus tard dans la vidéo. Il est maintenant temps de retourner au ferry, retrouver la guide et le groupe, mais avant on jette une dernière fois un œil au paysage de l'île lors du coucher de soleil. On arrive et il est déjà tard, donc comme d'habitude, on va vers notre prochain hôtel avec notre bus. Hôtel qui d'ailleurs se trouve dans une ville tristement célèbre que tout le monde connaît, c'est évidemment Hiroshima. Je vous en reparlerai plus en détail dans la vidéo. On se retrouve alors devant ce gigantesque immeuble de plus d'une trentaine d'étages. C'est sûr qu'il faut pas avoir le vertige, surtout qu'au Japon il y a pas mal de séismes, donc si t'es en haut tu dois pas être très serein. On n'a pas pu prendre la caméra pour le dîner, mais il faut dire que ce soir-là a été le meilleur de tout le voyage sûrement. En effet, on a mangé dans un style de restaurant très spécial, un restaurant d'okonomiyaki. C'est très dur à dire. C'est la spécialité d'Hiroshima. Ce sont des crêpes avec de multitudes d'ingrédients, tellement qu'après tu vois même plus la pâte à crêpes. Mais surtout, il y avait une dame qui faisait ses crêpes devant nous. Vous allez me dire, et alors? Eh bien, au Japon, les gens parlent très peu anglais. Sauf que cette dame-là parlait anglais. Alors moi et mon frère, on a essayé de balancer des mots en anglais, mais notre niveau est discutable. Et la dame était trop gentille. On a parlé de manga, de sport, de nos pays. Et j'ai trouvé l'expérience super intéressante. On était limite déçus de partir. Aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, on va en apprendre plus sur Hiroshima et son histoire. Je pense que vous savez tous ce qui s'est passé dans cette ville. Le 6 août 1945, une bombe nucléaire venant des Américains frappe la ville. Et justement, le musée retrace cette guerre et ce fameux jour où la bombe est tombée. Le jour où tout a basculé.
Là par exemple, on peut voir un escalier avec une tache noire. C'est là que se tenait un homme qui a été complètement vaporisé par la bombe. On voit aussi quelques vestiges, des objets atomisés ou qui au contraire ont résisté. Des habits déchirés et des illustrations toujours plus tristes. Ici, on nous illustre la fameuse Black Rain. C'est une pluie qui s'est déroulée juste après l'explosion de la bombe, une pluie d'acide qui s'est abattue sur la ville. Ça a évidemment engendré de terribles conséquences. En conclusion, les habitants n'en veulent pas aux États-Unis, mais ils souhaitent la paix. Et justement, devant le musée a été construit en 1960 le mémorial de la paix afin de rendre hommage aux victimes de la bombe. On voit aussi des petits mots et origamis appelant à la paix. Il y a aussi une flamme allumée qui ne sera éteinte que quand la bombe nucléaire sera interdite dans tous les pays. Autant dire que ce ne sera pas pour demain malheureusement. On voit également les vestiges de la guerre, comme sur ce bâtiment qui a été fortement touché, mais qui n'a pas été reconstruit en souvenir de ce moment. Après ce moment assez émouvant et triste, on prend la route vers le sanctuaire Izumo Taisha et on le visite sous la pluie. À l'intérieur, on trouve des chevaux, des lapins, mais surtout quelque chose qui nous a attiré l'œil au loin. C'est un spectacle de danse moderne. C'était très stylé et beau à voir avec les vêtements colorés et les danses dynamiques. Petite pensée d'ailleurs aux personnes qui ont porté les drapeaux. Perso, je pense que j'aurais pas la force de porter le drapeau, il m'aurait écrasé. On continue la visite du temple et de ses magnifiques architectures. Ensuite, on passe derrière celui-ci et on retrouve quelques lapins. Ici, c'est beaucoup plus paisible, il n'y a pas de musique, pas de bruit, juste la nature. En se baladant, on voit aussi une corde géante qui pèse plusieurs tonnes et des petits papiers blancs qui signifient que le lieu est sacré. Le soir arrive et dans le bus, on admire les couchers de soleil toujours aussi magnifiques. Tout ça pour nous retrouver à notre hôtel dans la ville de Matsue. Ton avis sur le voyage pour l'instant? Bah écoute, pour l'instant ça fait une semaine, on a fait plein de choses différentes. Il y en a qui sont déguisés en samouraï. Non, je vois vraiment pas de quoi tu parles. On a vu un sanctuaire sacré, on a vu le mémorial d'Hiroshima, donc on a fait plein de choses dans différents domaines et c'était super sympa. C'est bien, c'est rapide, mais oui, on a découvert plein de choses, donc c'est intéressant. Bah, on fait des choses différentes, donc ça c'est bien, mais c'est rapide, donc on peut pas trop en profiter. Quand on dit que le voyage passe très vite, c'est plutôt vrai, parce que dès le matin, on part à l'aventure. Aujourd'hui, on visite le château de la ville de Matsue. Avant d'y aller, on s'arrête sentir quelques fleurs. Et puis, on monte les escaliers pour arriver au château. À l'intérieur, il fait un peu sombre, mais on arrive à s'y retrouver. On voit différentes sculptures, peintures, dont celle-ci qui représente les anciens pompiers qui viennent pour détruire la maison et empêcher que l'incendie se propage. C'est vrai que c'est pas bête. Aussi, j'ai pris ce tambour en photo parce que le motif me faisait trop penser au Sharingan de Naruto, vous trouvez pas? On continue de monter les étages du château, on va de plus en plus haut jusqu'à surplomber la ville. Mais quelque chose d'encore plus beau et original nous attend juste après. Ton avis sur le voyage pour l'instant? Très bien, très dépaysant. Je ne sais même pas quel jour on est, donc c'est pour dire. C'est parfait. On descend du palais et on revient petit à petit à notre point de départ. Et justement, voici un indice de ce qu'on va faire après. Et oui, on embarque dans un bateau pour sillonner les canaux de la ville. La particularité de ces bateaux, c'est que, vu qu'il y a des ponts assez bas, le toit des bateaux peut se baisser. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, nous, on est tout serré. Mais on continue notre voyage sur l'eau. On n'est pas seul sur le canal, on voit quelques oiseaux comme des hérons. De loin sur le bateau, on peut voir le château qu'on a visité juste avant, perché sur sa montagne.
Très souvent, on a croisé des bateaux et les personnes à l'intérieur nous ont toujours fait coucou. Les Japonais sont si gentils. Après cette expérience assez originale, on revient finalement à bon port. La matinée est passée plutôt vite, donc maintenant c'est l'heure de manger. On se rend dans un restaurant, comme d'habitude, qui se trouve juste à côté du jardin qu'on va visiter juste après. Aujourd'hui, c'est bouillon de ginseng, nouilles, condiments, riz et poisson. Un repas assez traditionnel avec le riz qu'on a littéralement mangé à presque tous les repas, et atypique à la fois avec le ginseng, qui est une plante réputée venant de Corée. Après avoir bien mangé, on part admirer les plantes du jardin. Ce que j'aime bien dans les jardins japonais, c'est les différents paysages qu'on peut y trouver. On peut passer d'un jardin d'intérieur à des cours d'eau ruisselants. À la fin de notre visite, on peut voir une maquette entière du jardin et de ses alentours. On continue notre journée bien remplie en visitant un jardin plus connu, le musée et jardin Adachi. La particularité de ce jardin, c'est qu'il a été élu plus beau jardin japonais depuis 2003. Ça veut dire que depuis plus de 20 ans, il est toujours numéro 1 face à plus de 900 concurrents. Bon, ok. Ce qui fait que le jardin garde sa place de premier, c'est sûrement les paysages toujours plus beaux qu'il y a à l'extérieur. En effet, afin de ne pas subir des transformations de l'homme, la parcelle que vous voyez à l'écran a été rachetée par le propriétaire. Il est quand même déter, hein. On voit évidemment des carpe koi, et on sort finalement du musée, et après cette journée dynamique, on a bien mérité une glace à l'italienne et du repos. On revient au même hôtel tout en regardant le soleil disparaître petit à petit. Aujourd'hui, en route vers Himeji et son très célèbre château du Héron Blanc. Peut-être que ça vous dit rien, mais je vous promets c'est connu. Mais avant ça, on s'arrête dans la petite ville de Tsuyama et on visite son quartier traditionnel de Johto. Et pas comme dans Pokémon pour ceux qui ont la ref. On se repose pour prendre un café ou un thé, puis on repart. Pour une fois, on n'a pas une journée trop chargée et on fait beaucoup de pauses comme maintenant. On se pose dans un petit restaurant pour manger des tempura, du riz évidemment, des crevettes, des condiments, du tofu, etc. Tout de suite après, on reprend le bus pour aller au fameux château du Héron Blanc à Himeji. Vu la popularité du lieu, on a vu beaucoup de sorties scolaires, plus que la moyenne, donc il y avait également plus de monde. Pour accéder à l'intérieur du château, c'est particulièrement long, plus long que d'habitude. Ça s'explique assez simplement, comme c'est un château plus important, il était mieux protégé, et pour le protéger, le chemin pour accéder au palais est plus long et plus périlleux. Cette carte, ça illustre parfaitement ce que j'ai dit, on a plusieurs remparts et plusieurs obstacles avant d'arriver au centre. Donc nous, on se met dans la peau des attaquants du château, et on passe à travers les différentes zones du bâtiment. Au bout d'un moment, on arrive tout en haut pour admirer le panorama. On repart dans l'autre sens et on trouve différentes pièces d'histoire. Et aussi une maquette du château. Et quand on sort du château, on visite le jardin qui se situe juste à côté. Par manque de temps, on n'a pas pu le visiter en entier, mais je vous laisse admirer quand même. En effet, le jardin a été découpé en plusieurs zones. Là par exemple, on voit que les plantes sont plutôt mises dans des petits carrés en bois, tandis que dans d'autres zones, il y a des jardins plus traditionnels. Perso, moi j'en ai profité pour prendre des photos avec mon téléphone et les mettre en fond d'écran pour me rappeler ce voyage.
Vous vous souvenez des Momiji Manju, les feuilles d'érable qu'on avait achetées à Miyajima? Eh bien, on a décidé de les manger. 3 jours plus tard, non ça va, ils étaient toujours très bons. Il y avait des goûts assez classiques pour nous, comme chocolat ou vanille, et puis des goûts plus classiques pour les japonais, comme haricots rouges ou thé matcha. Alors, comment tu trouves, Lohan? Très bon. On a découvert beaucoup de choses ici, aussi bien culturellement que culinairement, et au final, on rentre à l'hôtel dans une ville que vous connaissez sûrement, Kyoto. Ça y est, on est déjà au 10e jour de notre périple et je vois pas le temps passer tellement on fait de choses. On visite les alentours de Kyoto aujourd'hui. On va d'abord au jardin zen du temple Ryoanji. On y voit des magnifiques portes coulissantes décorées et le gravier ordonné du jardin zen. Mais un monument encore plus célèbre nous attend juste après. On arrive petit à petit à notre destination. C'est un bâtiment que vous connaissez peut-être grâce au manga ou à votre culture. Je vais bien sûr parler du Kinkakuji, le pavillon d'or de Kyoto. Dans le prochain épisode,